Alors, moi, je vais faire une petite présentation, je vais essayer d'être rapide, mais qui va porter davantage sur les matériaux qu'on a recueillis avec les entretiens. Je n'ai pas regardé les photos, avec la limite que vous aviez indiquée tout à l'heure, que pour l'instant, on ne dispose pas des retranscriptions, donc c'est à partir de l'écoute des bandes, et donc c'est encore un travail un petit peu compliqué, un petit peu incertain. Donc c'est vraiment à prendre comme des pistes de travail et des hypothèses plus que comme des résultats à part entière. Et ça va porter sur la question du militantisme, puisque ça fait aussi partie de notre projet, hein, archive photographique militante. Donc je me suis plutôt intéressée à cette question du militantisme populaire. On a vu que la question du populaire posait aussi problème. Donc on était parti avec des questions finalement assez basiques. Hein. Est-ce que cette pratique photographique avait un usage militant? Est-ce que l'usage militant est présent d'emblée, arrive après coup, notamment dans le choix de poser les photos au CHT? Pourquoi, pour qui sont faites ces photos? Est-ce que c'est une pratique qui vient renforcer une pratique militante? Est-ce qu'au contraire ça peut parfois la mettre en difficulté? Est-ce qu'on peut caractériser les usages militants de la photo? C'est un petit peu toutes ces questions-là. Et pour traiter en partie ces questions-là, enfin en tout cas pour donner des lignes de réflexion, j'ai proposé... Hop, là il y a déjà le résultat. J'ai proposé d'organiser, enfin d'opposer des pôles de la pratique, donc à partir de deux lignes de tension que je vais essayer de décrire. Hein. Donc, c'est plutôt en quelque sorte une grille d'analyse sur laquelle on pourrait réfléchir ensemble ou qu'on pourrait critiquer, affiner, je ne sais pas, mais voilà, à partir de laquelle j'ai essayé d'organiser ce que je trouvais dans les entretiens. Donc on a un pôle plutôt militant en haut du graphique qui s'opposerait à un pôle plutôt artistique, je vais y revenir, et puis un pôle plutôt amateur qui s'opposerait à un pôle plutôt professionnel ou professionnalisé. Un espace à 4 pôles où on pourrait situer nos interviewés ou situer leurs pratiques, c'est pas la même chose, parce qu'on ne peut pas exclure l'idée qu'il y ait des pratiques clivées ou diverses, donc un même interviewé puisse, selon les cas de figure, se retrouver à différents endroits de ce schéma. Je pense par exemple à une de nos interviewées, Valérie Pinard, qui dissocie assez bien les photos qu'elle prend dans le cadre d'une pratique professionnelle ou quasi-professionnelle et des photos prises dans le cadre d'engagement plutôt militant, qui nous indique par exemple qu'elle possède 2 comptes Facebook pour ne pas mélanger les genres, parce que ça a déjà été le cas par le passé. Sa pratique professionnelle a pâti de ses convictions militantes. Ou un autre exemple de Patrice Morel, qui a une pratique militante mais qui par ailleurs mène dans le cadre d'une commande du comité central de l'entreprise un travail avec l'autorisation de l'entreprise, et qui est un travail de reportage quasi professionnel, dont on a vu des photos tout à l'heure. Alors, le pôle amateur professionnel, je vais essayer de passer vite parce qu'on a déjà évoqué un petit peu cette question. Ça peut paraître surprenant d'essayer d'opposer ces 2 pôles, puisqu'a priori on était plutôt parti sur l'idée de travailler sur des amateurs, mais en fait on se rend compte que on ne peut pas esquiver cette question de pratique professionnelle, quasi-professionnelle, semi-professionnelle, et ça pose beaucoup de problèmes parce que dans cette distinction amateur-professionnel, quelle est la définition qu'on va prendre de l'amateur et donc du professionnel par ailleurs? On peut utiliser plusieurs critères. Il y a l'autodéfinition des personnes, mais comme David a dit tout à l'heure, ils n'utilisent pas les mêmes critères les uns et les autres. On peut utiliser des critères qui seraient plutôt externes, quand nous ou un autre interlocuteur désigne un interviewé comme un quasi-professionnel ou un semi-professionnel. C'est des choses qu'on a pu retrouver. On peut prendre des critères qui viseraient à objectiver la pratique, comme est-ce qu'ils sont rémunérés pour telle ou telle prestation, est-ce qu'ils arrivent à gagner de l'argent, si ce n'est à gagner leur vie avec leur travail. Donc effectivement, on recherchait a priori des amateurs, mais on a des personnes qui, sous une forme ou sous une autre, se rapprocheraient d'un pôle professionnel. Je peux prendre l'exemple d'un des interviewés
Pierre-Frédéric Guillot, qui est un militant CFDT à la retraite, et qui, une fois qu'il est passé à la retraite, a envisagé pendant un temps de prendre un statut d'auto-entrepreneur pour sa pratique photographique. Il a fait une formation Pôle emploi pour acquérir les rudiments sur ce statut. Bon, finalement, il n'est pas passé à l'acte, mais on voit bien qu'il y avait quelque chose qui tendait vers ce pôle professionnel chez cette personne. Alors, on aurait d'autres exemples, hein. Parfois, c'est un parcours professionnel antérieur qui a été professionnel ou très proche d'une pratique professionnelle, ou parfois c'est plus vécu sous le mode de l'objectif inabouti, hein, pas forcément atteint. Ça pose ainsi la question de la difficulté à se situer du côté à la fois militant et professionnel du cadran. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Derrière cette question du professionnel, il y a aussi la question du rapport à la pratique commerciale, parce que c'est aussi c'est une tension que je n'ai pas fait apparaître sur le schéma, mais qui traverse en filigrane, c'est que vivre d'une pratique photographique professionnelle, ça peut amener à vivre d'une pratique photographique qui ne se situe ni du côté artistique ni du côté militant, mais du côté plutôt commercial, donc faire des photos de mariage, faire des photos d'événementiel, par exemple. Et donc, voilà, cette tension entre pratique militante ou artistique ou commerciale, ça traverse un petit peu les propos de certains enquêtés, où finalement, on se dit, toute la difficulté à se situer dans le cadran du bas, au croisement professionnel et artistique, c'est toute la difficulté à vivre de son art. C'est un petit peu ça qui ressort des entretiens. On aurait pu prendre encore un autre critère, celui de l'intensité de la pratique. Ça rejoint un peu ce que Xavier évoquait tout à l'heure sur le côté confirmé ou pas des photographes auxquels qu'on a été amené à rencontrer, ceux qui ont en permanence un appareil photo sur eux ou pas, voire plusieurs appareils photo, ceux qui prennent des photos quasiment tous les jours ou en tout cas très très régulièrement, opposés à des gens qui le vivent davantage sous le registre du loisir. Ça peut contribuer à les situer plutôt du côté professionnel ou du côté amateur. On pourrait aussi prendre un autre critère encore qui serait celui de la technicité de la pratique. On a des personnes qui ont une culture photographique plus affirmée, ou en tout cas qui nous l'exposent plus en entretien, et d'autres dont c'est moins le cas. On a par exemple Valka, une des interviewées, qui, tout en situant sa pratique, alors plutôt du côté militante, mais nous dit finalement qu'elle fait des photos qui restent des photos académiques, et que donc même si elle ne vit pas de cette pratique, elle se considère quasiment comme une professionnelle. Sur le plan de la distinction entre un pôle plus artistique et un pôle plus militant, on a des personnes qui ont donc des pratiques photographiques où la connotation militante de la pratique apparaît en tout cas relativement faible au début, des photos du contexte de travail, du métier. On peut prendre par exemple un des interviewés, Gaëtan Boirigo, qui a été un temps syndiqué à la CGT, mais qui en fait dans les photos qu'il nous a transmises a surtout photographié le travail dans une société de construction navale, surtout des journées marquantes de lancement, d'essais en mer, de visites familiales sur les chantiers, donc des moments qui sont source de fierté très, très clairement, mais qui sont pas des photos prises dans un cadre militant et qui n'ont pas une vocation militante clairement affirmée. Donc ça pose quand même une question par rapport à la question de l'auto-représentation, c'est que faire de ces pratiques qui ne sont pas affichées comme militantes? Est-ce que c'est nous qui devons leur attribuer cette étiquette quand il s'agit finalement de pratiques qui visent à témoigner sur la situation de classe populaire, de témoignages spontanés, pas commandés? Est-ce que c'est parce que c'est des témoignages spontanés sur les classes populaires qu'on doit les étiqueter ainsi? Parce qu'il y aurait, en tout cas dans certains cas c'est très explicite, la volonté de forme de revalorisation du travail manuel derrière ces photographies. Donc est-ce que c'est ça qui en donne le caractère militant en quelque sorte? C'est une question qui reste ouverte. En tout cas, dans plusieurs cas qu'on a dans notre corpus, on peut quand même remarquer que les personnes dont il s'agit
sont peut-être pas des très très bons exemples des milieux populaires en tant que tels. Le Gaëtan Boirego dont je parlais, en l'occurrence, il prend surtout des photos à partir du moment où il devient chef d'équipe. Donc, quelque part, il est déjà un petit peu sorti du lot. Il n'est plus tout à fait un ouvrier comme les autres au moment où il prend ses photos. Du côté donc, du cadran amateur artistique, je proposerais de situer peut-être des personnes dont la pratique relève essentiellement, peut-être même exclusivement, d'une volonté de se soustraire à une vie professionnelle qui est considérée comme insatisfaisante. Des personnes qui vivent leur pratique photographique comme une échappatoire, comme une respiration dans une vie pas forcément évidente. Donc là aussi avec une dimension militante qui semble faible, y compris dans la décision de contacter le CHT pour faire connaître ou pour conserver leur travail. C'est pour ça qu'on pourrait caractériser leur pratique photographique comme une tentative ou une volonté de s'émanciper de leur univers de travail. On peut prendre l'exemple de l'assistante dentaire qu'on a évoqué tout à l'heure, Clotilde Robin, qui a commencé la photographie il y a relativement peu de temps, il y a 5 ans, qui dit très clairement que c'était pour se décharger d'un stress professionnel assez intense. Elle vivait une situation conflictuelle avec son dernier employeur. C'est son conjoint qui l'a encouragé à faire connaître son travail, qui lui a découpé l'encadré de Ouest France, qui l'a incité à venir nous contacter. Et elle photographie essentiellement des mains de travailleurs au travail, et c'était un travail qu'elle avait commencé dans le cadre d'un club photo dans lequel elle s'était inscrite pour ses loisirs. Donc, pour moi, je la situerais assez bien de ce côté-là. Donc on a d'autres cas où la pratique photographique sert plutôt à compenser une vocation artistique plus ou moins contrariée. On a des gens qui ont fait des études artistiques alors qui n'ont pas forcément pu aller jusqu'au bout et qui ont parfois du mal à faire reconnaître cette dimension artistique de leur pratique. Valérie Pinard, qui est une de celles qui a une pratique photographique la plus professionnalisée, elle a longtemps travaillé dans un laboratoire photo et elle dit finalement que quand elle travaillait là-bas, elle aurait bien voulu être devant le comptoir et pas derrière, donc être du côté des photographes et non pas de ceux qui travaillent sur les photographies des autres. Marie-Luce Moreau, qu'on a déjà évoqué, donc chauffeuse de bus, rêvait de faire les beaux-arts. Elle va faire une licence d'art plastique, mais sur le tard à 50 ans. Et donc voilà, elle n'avait pas réussi en quelque sorte à avoir la vocation artistique dont elle pouvait rêver. Et donc dans son cas, très clairement, elle photographie ce qui lui est le plus accessible, c'est-à-dire elle prend des photographies depuis son poste de conduite dans son bus. C'est une photographie donc au travail, mais à partir de son poste de travail, elle fait peu circuler ses photos. Elle les garde essentiellement pour elle et elle les met aussi sur un site internet. Et quand elle les a fait circuler au moment de son passage à la retraite, les réactions justement qu'elle a eues n'étaient pas forcément très positives et où elle n'a pas forcément réussi à faire reconnaître le côté artistique de sa pratique. Juste rajouter le fait que quand j'ai montré mes photos pour la première fois, donc le jour où je suis partie en retraite, la hiérarchie d'Atan a dit que c'était interdit de prendre des photos. C'est tout ce que j'ai entendu. Voilà, donc le côté artistique n'est pas reconnu et au contraire dénié à ces photos. Alors du côté du pôle plus militant, donc plutôt en haut du schéma, on retrouve des personnes qui mêlent étroitement activité militante et pratique photographique et qui le disent. Valka qui dit par exemple je suis militante donc je fais des photos militantes. En quelque sorte ça va de soi, alors qu'on a d'autres personnes qui au contraire font une distinction plus nette et ne voient pas forcément l'influence de leur pratique militante sur leur pratique photographique. Ici, la pratique photographique en fait fait partie du répertoire d'action des militants. Cette signification, elle peut être présente dès le projet de réalisation d'un cliché. Donc, c'est un cliché qui peut avoir pour but de faire pression sur le patron pour dénoncer une situation particulière.
ou alors la vocation militante du cliché peut intervenir de façon un petit peu plus imprévue, dans un souci de témoigner, de garder une trace de ce qui s'est passé, ou encore de faire circuler l'information, voire de lutter contre l'information officielle. Du côté du pôle militant, on a une adhésion aux causes qui semble être de mise. On adhère aux causes qu'on est en train de photographier, même si ça pose parfois des difficultés de statut entre reportage et manifestation, par exemple. Est-ce qu'on est à la fois dans la manifestation ou est-ce qu'on est en train de faire un reportage sur la manifestation? Le statut militant permet d'accéder à des lieux ou à des situations qui ne seraient pas forcément accessibles sans ce statut. Patrice Morel, par exemple, même si donc, il veut se situer en tout cas du côté plutôt professionnel de ce cadran, il se dit qu'il a un déguisement de photographe quand il va faire ses reportages, et en même temps il est militant, il photographie des militants du syndicat, de son syndicat, et il dit je n'étais pas assimilé au photographe, donc je pouvais faire les photos tranquillement. Donc il joue aussi un peu sur les deux casquettes. Donc les photos ne sont pas toujours d'emblée conçues pour circuler, même s'il y a une volonté de témoigner, et la volonté de témoigner, de donner visibilité à la situation, elle peut apparaître plus tard, et elle peut apparaître notamment grâce à l'appel qu'on a fait, c'est-à-dire que ça peut être aussi ça qui déclenche l'idée de conserver ces photos. Je prends l'exemple de Michel Hersant-Courbet, qui a d'abord pris des photos visiblement sans intention de les faire circuler, même si c'était des photos qui étaient liées à ses engagements et à ses valeurs, et une pratique photographique qui a basculé en 2002, donc au moment des manifestations contre la présence de Jean-Marie Le Pen, vers des photos de manifestations auxquelles elle adhère. Et l'occasion, l'appel qu'on a fourni, et l'occasion de prendre contact avec le CHT, et comme elle dit maintenant que je vous connais, j'ai dit à mon mari que je savais où iraient mes albums. Donc les albums étaient déjà présents, mais sans destination préalable et sans destination militante, et c'est notre appel qui fournit cette occasion. Alors que par ailleurs, elle était militante de la CGT, du PCF, mais qui ne semblait pas être des réseaux privilégiés de diffusion de ces photos. Donc, du côté du pôle militant, on pourrait en quelque sorte distinguer, alors là, la distinction, elle est peut-être un petit peu légère, mais d'un côté, on a l'idée de garder la trace et de marquer une action, et c'est un petit peu plus fort dans l'autre cadran, où on est du côté de témoigner et d'être au service de la lutte. Il me semble que d'un côté, on a des pratiques militantes où on va se servir des clichés de façon plus ponctuelle, de façon moins prévue. On va s'en servir par exemple dans des tracts, dans des livrets d'accueil. Alors que du côté professionnalisé, on serait plutôt du côté de transmission un peu systématisée, un peu régulière à des structures qui peuvent être des structures syndicales, des structures politiques et le CHT. Donc voilà, une utilisation plus ponctuelle qui s'opposerait à une utilisation un petit peu plus systématisée. Voilà, je vais passer rapidement. Et puis un autre point qui me semble important, c'est sur la question de la signature. On a là encore évoqué la question de l'auteur. Il me semble que quand on est du côté donc, militant du schéma, effectivement, il y aurait en tout cas des photos qui seraient moins appropriées, moins appropriables. La question de la signature deviendrait, c'est un peu ce que vous avez dit aussi, la question de la signature deviendrait moins importante, où on aurait une pratique d'emblée plus collectivisée. En tout cas, ce serait à approfondir. De ce côté-là du cadran, on trouve des pratiques où il y a anonymisation volontaire de l'auteur. C'est même pas qu'on ne sait pas qui est l'auteur, c'est qu'on fait circuler les photos sans qu'il y ait d'auteur. Refus de la personnalisation, refus de l'appropriation des clichés, et notamment parce qu'on refuse la possibilité que ça verse dans un rapport marchand. Patrice Morel, que j'ai évoqué tout à l'heure, dit par exemple qu'il est plus militant que bénévole dans ces clichés, parce que volontairement, le bénévole, c'est celui qui n'est pas rémunéré, mais lui, non seulement il n'est pas rémunéré pour ses clichés, mais en plus, il participe à la lutte, et prendre la photo fait partie de la lutte. Et ce qui est le cas de témoignage le plus frappant, je pense, de ce point de vue-là, c'est celui de Julien Lescourt, donc, qui est un salarié d'une entreprise de métallurgie et qui a contribué à monter une section syndicale dans cette entreprise.
qui est devenu délégué du personnel, délégué syndical. Et quand l'entreprise a connu un conflit très important, il y a des photos qui ont circulé de ce conflit-là. C'est Julien et la permanente de l'Union locale qui ont fait l'entretien avec nous, alors qu'en fait, Julien n'est pas l'auteur de ces photos. Mais c'est comme si, quelque part, le contexte syndical dans lequel avait eu lieu le conflit, et le conflit en tant que tel, avait quelque part plus d'importance dans le témoignage que l'auteur des photos et la démarche peut-être personnelle qui l'animait au moment où il a pris ces photos. Voilà, je m'arrête là pour